Une des causes de liquidation d'entreprise, c'est les impayés. Il n'y a pas meilleur qu'un ancien comptable pour dire ce qu'il faut faire dans un logiciel comptable. C'est bien beau d'avoir une solution qui te convient à toi, mais si elle convient pas à 90% de tes clients, même si elle fait bien l'objectif final, ça colle pas trop quoi. T'as pas trop de contraintes, on te fait confiance, donc forcément t'as envie de bosser, t'as envie de produire. C'est pas des ordres qui sont donnés, il faut faire ça, 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 ça. T'en as forcément pour atteindre la vision en disant là notre objectif cette année c'est ça. Ok, si on veut évoluer, faut être curieux, faut pas s'arrêter à ce qu'on connaît, etc. Et il faut oser proposer des idées. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Counter. J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouvelle masterclass aujourd'hui où j'accueille Johan Kéré qui est expert métier chez Time. Mais avant ça, il était collaborateur en cabinet pendant 7 ans. Et donc, il a décidé à un moment donné de changer de métier. Aujourd'hui, tu bosses chez Time, Oui. qui est une fintech, acteur logiciel. Je ne vais plus les présenter. Si vous souhaitez voir Time et en découvrir un peu plus sur cet outil et sur les personnes qui portent le projet Time, je vous recommande d'aller voir directement le podcast avec Amélie Chibert. Merci aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, ça fait plaisir. On est dispo sur YouTube et toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à mettre un maximum de force, ça fait plaisir et ça me donne de l'énergie pour aller chercher toujours des histoires aussi inspirantes. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut mon cher Johan. Salut Nicolas. Très heureux de t'accueillir. Alors, avant de commencer cet épisode, Johan, je voudrais te poser une question que j'aime bien traditionnellement poser à mes invités maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre la profession comptable ? Alors, pas grand-chose en vrai, concrètement. Je suis sorti d'une filière S, j'ai fait un bac S, etc. Et je voulais faire développeur informatique à la base. Et à l'époque, du coup, sur post-bac, j'avais fait ma demande pour Supinfo. Je ne sais pas si elle existe encore, cette école-là. J'avais été pris, mais sur post-bac, tu avais obligé de faire 2 demandes au minimum. Et donc, j'avais fait ma demande à Supinfo et j'avais mis par dépit un BTS à côté de chez moi, qui était un BTS compta. Et donc, j'étais pris à Supinfo. Et en réfléchissant un petit peu, c'est une école privée. École privée dit un montant quand même assez cher par an, 5 000 € par an, c'est 5 années d'études, donc c'est 25 000 minimum. Pour passer à l'année supérieure, faut pas avoir la moyenne, faut avoir 80 sur 100, etc. Et donc derrière, je me sentais pas d'imposer ça à ma mère, d'avoir un emprunt, etc. pour mes études. Et donc au dernier moment, je me dis finalement, je vais prendre mon deuxième choix, BTS compta, et voilà, me voilà. Alors, et pourquoi avoir choisi celui-ci par dépit ? Quand même, tu sais, genre ça sort pas du chapeau ou ça ressort du ciel. Quand même, pourquoi la compta spécifique par rapport à la banque ou l'immobilier ou je sais pas quoi, tu vois ? Alors, tout simplement parce que je suis dans l'Aisne à la base, Château-Thierry, petite ville, etc. Et au niveau des BTS, on va dire, axé autour des chiffres, en tout cas, je faisais un bac S, il y avait que le BTS compta. Ah oui, d'accord, je vois. Vraiment, mesure de simplicité, je connaissais déjà le lycée, etc. Parce que le BTS se fait dans un lycée. Et donc, du coup, j'ai vraiment pris celui-ci par dépit à côté, quoi. Et alors, quand tu rentres dans les études, qu'est-ce que tu découvres ? C'est simple tu te dis, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ? Alors quand même, tu fais quand même le BTS, donc c'est initial, j'imagine, ou alors en alternance ? Non, initial. Ok, donc tu fais le BTS. C'est quoi tes études ? Comment tu le vois ? Comment tu le vis ? Comment tu découvres cet univers de la comptabilité ? Ouais. Alors la partie mathématique, aucun souci. Là, on a bac S, les maths, il y avait vraiment aucun problème là-dessus, exactement. Après, c'est surtout rattraper le niveau, parce que du coup, quand tu arrives en BTS, on avait quand même des gens qui étaient, alors je crois que c'était du bac pro, etc., compta, qui avaient rejoint le BTS et qui, eux, avaient une grosse base en compta avant. Ah oui. Et donc, du coup, c'est apprendre les plans comptables, apprendre les règles fiscales, il y en a tellement, etc. Et donc, voilà, ça, en 2 ans, réussir à maîtriser tout ça, c'était la partie la plus complexe, on va dire. Mais toute la partie générale, ça allait du coup. Et d'un point de vue comparatif, tu sais, parfois on peut avoir tendance à se comparer aux autres. Quand tu les vois, eux, que c'est des killers en compta, et que toi tu te dis t'es en PLS, tu vois. C'est compliqué. Comment tu le vis en fait ? C'est compliqué, tu te rassures parce que du coup, dans les matières générales, il n'y a aucun problème. Donc en maths, tu as des moyennes que tu n'avais potentiellement jamais eues en bac S, donc ça va. Par contre, en compta, tu te dis c'est du par cœur. En plus, par cœur, j'ai horreur de ça. C'est un peu comme les verbes irréguliers en anglais. Tu dois apprendre ton plan comptable par cœur, savoir quelle charge va dans quel compte, etc. Donc assez casse-pied, mais bon, après tu prends le pli et ça va. Et vraiment la partie moi qui m'a fait le défaut, c'est la partie fiscalité. Vraiment devoir apprendre toutes ces règles fiscales au départ, c'est encore du par cœur pour une grande partie. Et voilà. Mais bon, ça s'est quand même bien passé, donc ça va. Donc tu valides ton BTS CG. Ouais. Toi, tu rentres directement dans le monde du travail. Alors non.
Pas Non, directement. pas directement, non. Ok. Non, je voulais faire un master en économie, droit, enfin la partie après en fac. Donc pareil, un parcours assez, assez atypique. Je suis pris du coup en licence 3 pour après rejoindre le master, etc. Parce que normalement BTS, tu passes quand même en licence 2. Ouais, bien sûr. Mais sur demande, tu peux passer à la licence 3 directement. Pourquoi tu avais des bons résultats? Ouais, des bons résultats, etc. Donc c'est sur demande, sur dossier. Ok. Tu peux passer directement au niveau licence 3. Donc je suis pris à Amiens. Et là, l'idée me vient de faire une coloc avec des amis. Du coup, pendant l'été, on recherche un logement. Et à la fin de l'été, on était 3, un de nos amis nous lâche pour la caution. On n'a pas le choix de revenir à la maison, la queue entre les jambes, on va dire. Et puis du coup, derrière, ma mère me dit tu cherches un boulot. Donc là, pendant 1 an, j'ai fait surveillant dans un lycée. Ah ouais. Et puis après, j'ai intégré la partie comptabilité après. Ok. Ta première expérience avec la comptabilité, c'est quoi? Tu te dis, mais c'est quoi ce monde de fou? Ou alors c'est très difficile? Ou alors ça te plaît? C'est quoi aussi ton environnement? Tu as fait ça pendant 7 ans, donc alors attends, C'est ça. si je regarde, donc c'est 2013, juillet 2013, donc Ouais. c'était comme une époque... bon, c'est 11 ans en arrière quand même. C'est quoi ta découverte? Alors, ma découverte, déjà, a été faite au niveau des stages. En BTS, tu fais des stages obligatoires. Et donc, j'ai fait une découverte de, je pense, ce que beaucoup ont connu, c'est de la saisie. De la saisie. En stage, j'ai fait que ça. Pas grand-chose de plus. Pas de déclaration de TVA, pas de bilan. Enfin, pas les choses, on va dire, intéressantes Ouais, je vois. à ce niveau-là. Et après, donc, j'ai intégré un cabinet sur Paris. Et tu fais un petit peu de saisie, très peu quand même, dans ce cabinet-là. Et donc, très vite, j'ai été mis sur des missions de TVA, faire de la TVA, faire du bilan, donc en tout cas préparer le bilan pour qu'il soit revu par l'expert comptable derrière. Et là, c'est vraiment intéressant. Parce que saisir une facture d'un restaurant, combien de kilogrammes il a acheté de farine, etc. C'est bon, tu fais ça quelques mois, c'est largement suffisant. Ça te permet de connaître bien tes plans comptables. C'est même plus pratique que d'apprendre le plan comptable par cœur. Mais par contre, après, faire la TVA, comprendre derrière ce qu'en découle et faire un bilan surtout, là, c'est vraiment plus intéressant, quoi. Tu fais 7 ans d'expérience en cabinet. C'est quoi le Johan du début et c'est quoi le Johan de la fin? Ouais. Alors, je suis arrivé en tant qu'assistant comptable. Classique. En tout cas, quand tu sors d'un BTS, tu vas pas commencer très haut dans les hiérarchies, on va dire, comptable. Donc, assistant comptable pendant à peu près 10 mois, 1 an. Après, je suis passé, on va dire, comptable chargé de clientèle, donc avec un portefeuille à moi, donc avec des clients à gérer, donc avoir le suivi quotidien, les appeler, les envoyer de mails, enfin toute la partie étant assez timide avant, assez compliquée, tu vois, les appeler, etc. Ouais, j'imagine. C'est pas la chose la plus simple. Là, tu me tends une perche de malade. Comment tu fais justement pour... tu vois, souvent on peut avoir... un vieux cliché, j'allais dire, mais c'est peut-être pas tout à fait, mais tu sais, tu peux être un peu introverti, ça peut être un peu difficile aussi d'aller vers l'autre et peut-être de le déranger, etc. Comment tu fais pour passer? Alors, il y a eu quelque chose de très simple dans mon cabinet, c'est qu'on m'a mis sur une mission de relance des impayés à un moment donné pendant que j'étais assistant. Donc forcément, alors c'est pas la période que j'ai préférée. Tu m'étonnes. Clairement, c'est compliqué d'appeler un client que tu ne connais pas pour lui dire qu'il doit de l'argent à l'entreprise, essayer de mettre en place un plan de règlement avec lui, enfin pas des menaces, mais lui dire qu'au bout d'un moment, si on n'est pas payé, forcément on va devoir mettre fin à la mission, etc. Donc, alors c'est pas la partie que j'ai préférée, mais forcément ça débrine un peu à ce niveau-là. Elle te sort de ta zone de confort. Ouais, ça te sort clairement de sa zone de confort. Et donc c'est quand même plus simple après derrière de prendre des clients que tu vas suivre dans des bonnes conditions, on va dire, parce que du coup là c'est une relation de confiance qui se met en place, etc. T'arrives pas comme le grand méchant loup, on va dire, à ce niveau-là. Et derrière aussi, au niveau du cabinet, on te fait rentrer un petit peu sur la relation client en te faisant faire aussi un peu le standard. Tu vois, les clients qui appellent, etc. Tu tombes surtout au standard. Le client qui veut juste avoir son chargé de clientèle, le client qui est un peu mécontent, le client qui est content, etc. Et donc forcément, ça t'habitue aussi un petit peu avant de passer chargé de clientèle. En tout cas, de mon côté, sur le parcours que j'ai fait. C'est quoi les stories de ouf ou alors les excuses improbables que tu as pu avoir quand tu faisais de la relance client? Il y a tout. Enfin, la classique, c'est mon client m'a pas payé, je peux pas payer, etc. T'en as d'autres qui vont dire je suis en plein divorce. Enfin, après, ça va rentrer très vite dans du sentimentalisme peut-être plutôt. Où là, ça va venir sur du perso, ça va te raconter un petit peu sa vie, etc. Et te dire là, qu'ils sont dans une passe difficile, qu'ils peuvent même pas se nourrir, etc. Donc forcément, ça joue sur la corde sensible. Ah ouais, je vois. Là-dessus. Et donc, ça c'est alors. J'allais dire c'est hyper intéressant parce que en fait, j'imagine qu'il y a des gens qui sont de bonne foi et qui disent vraiment la vérité en mode là c'est la guerre. Ça va être compliqué.
Mais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent abuser aussi et te mentir, en fait, en réalité. Mais tu peux pas le savoir. Enfin, on reste un comptable, on reste un prestataire, donc tu vas pas non plus t'immiscer dans sa vie perso à ce point-là. Après, bah, tu... Et comment tu le vis, toi, justement? Parce que tu c'est compliqué. Tu te dis, bah, écoute, Coco... bah, il faut quand même payer, tu vois. Oui. Mais sauf qu'à un moment donné, tu es tiraillé par un espèce de sentiment. Tu sais, t'as un espèce de triangle de Cartman là, qui existe avec le syndrome le sauveur, le persécuteur et la victime. Genre, la personne, elle se met en victime et donc elle dit, ah, mais tu vois, c'est un peu compliqué, t'as envie de l'aider, quoi. Bah, exactement, t'as envie de l'aider, mais tu peux pas trop non plus. À ce moment-là, tu peux pas non plus le conseiller. Enfin, c'est pas le but non plus de le conseiller. Surtout que je suis pas comptable, donc alors, à ce moment-là, je suis qu'assistant, donc... Alors, savoir comment fonctionne sa boîte ou autre, tu vas pas pouvoir le conseiller. J'avais un de mes clients qui était souvent le comptable, c'est le médecin de l'entreprise. Ouais, bien sûr. Bon, bah, à ce moment-là, je le suis pas. Hein, je suis là pour lancer les impayés. Mais du coup, t'essayes de mettre en place. L'objectif quand même quand tu fais ça, c'est de pouvoir dire après à tes supérieurs, bah, on a pu récupérer 100, on a pu récupérer de temps plutôt. On a tel plan qui a été mis en place, etc. Donc, bah, t'essayes de voir avec eux, même si tu leur dis, bah, je demande pas qu'on règle l'intégralité. Comment est-ce qu'on peut faire pour se dire que dans un an, on a mis ça en place, c'est solutionné, etc. Est-ce que si on ne fait pas pendant 2 mois et on revient dans 2 mois, est-ce que ça sera mieux pour vous au niveau de la situation? Mais tu n'as pas de solution miracle, malheureusement, là-dessus. Du coup, j'ai deux anecdotes, enfin deux éléments à partager. Je me rappelle, à titre personnel, j'ai fait aussi du recouvrement de créances clients dans 2 étapes. À un moment donné où j'étais responsable financier d'une société cotée, donc là c'était vraiment, fallait chercher des M, hein, tu vois, de recouvrement. Donc là c'était pas la même approche. Mais je bossais un jour dans une boîte de transport et justement, on m'avait dit, écoute, job d'été, ton taf, vas-y, fais de la relance client. Et j'avoue que c'était dur, tu vois. En tout cas, c'est vrai que c'était dur parce que je m'identifiais aussi à ce que tu me racontes. Tu sais, j'étais là en PLS, j'étais timide et je me disais, ah ouais, c'est chaud, tu vois. Puis personne aime être appelé pour se dire, bah, vous avez une facture impayée, comment est-ce qu'on fait, quoi. Enfin, la personne en face que tu appelles, forcément, elle se braque. Enfin, c'est rarement la personne va pas se braquer ou alors c'est elle le sait. Elle était au courant, elle dit ah oui, effectivement, désolé. Enfin, tu vas avoir 2 cas, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, il y avait 2 cas principalement, la personne qui se braque directement et la personne qui va s'excuser. Et voilà, mais il y avait jamais, c'est vraiment ces 2 cas à chaque fois. Après, je me suis rendu compte qu'à force de faire, bah, du coup, il y a souvent des modèles qui reviennent assez souvent. Et donc, tu arrives un peu à contrecarrer en mode, vas-y, là, il faut régulariser. Mais naturellement, des fois, tu peux pas. Par contre, il y a un truc, il y a un point qui est important, c'est que toi, tu faisais du recouvrement de créances clients pour les clients du cabinet. Non, pour le cabinet. Oui, pour le cabinet. Donc, le cabinet. Oui, donc ça veut dire que, je sais pas moi. Les honoraires du cabinet, quoi. Exactement. Et là, c'est intéressant parce que quand tu regardes Internet et que tu lis Internet où tu as des entrepreneurs qui font 30K en 3 minutes, etc. Mais en fait, le vrai tissu économique français, des vraies entreprises, c'est qu'il y a des boîtes qui sont vraiment en galère, quoi. Ah oui. Et donc, tu as une vision plus équilibrée de ce qui se passe dans la vraie vie, en fait. Ah oui, mais de toute façon, clairement, alors j'ai pas les stats, mais tout ce que... Par intuition. Par intuition, c'est une des causes de liquidation d'entreprise, c'est les impayés pour une grande partie. C'est ce qui met en difficulté. C'est le délai de règlement qui va, au lieu d'être de 45 jours, va être de 90 jours. Alors, surtout avec les grandes boîtes, en règle générale, qui sont bien installées, il y a toujours des délais de règlement assez longs, alors que derrière, ils ont des fournisseurs qui sont obligés de payer comptant. Donc, forcément, ça met une trésorerie en difficulté et c'est un des gros soucis à ce niveau-là, quoi. Bon, là, tu peux... Une petite mission de conseil, tiens, gestion de la trésorerie pour les cabinets. C'est intéressant, ça, pour les entrepreneurs. Ouais, le cash, c'est le nerf de la guerre. Ok, très clair. Du coup, continuons un peu ce bonhomme de chemin. Tu prends chargé clientèle. Là, tu commences à prendre des dossiers où tu vas échanger avec les gens, etc. C'est ça. C'est quoi ton toit de la fin? Alors, moi, de la fin, c'est responsable d'une petite équipe. Dans ce qu'on appelait, nous, l'activité BTP, etc. Enfin, pas du conseil, vraiment l'activité artisan, restaurateur, etc. Donc, responsable d'une petite équipe, donc j'avais encore mon portefeuille, mais en plus, j'avais quelques comptables avec moi où on gérait un petit peu ce pôle-là au niveau de Paris. Alors bon, là, c'est intéressant, encore une fois. Johan, comment tu vis cette évolution professionnelle, mais aussi comment tu vis cette évolution managériale? C'est-à-dire qu'avant, tu es dans la prod, tu es avec tes clients, entre guillemets, tu es tranquille. Et donc là, tu refais ça, mais en plus, tu prends en charge une équipe. C'est pas trop dur pour toi à ce moment-là?
C'est autre chose. En fait, au niveau de la prod, la compta, c'est à peu près la même chose. Donc, au bout d'un moment, au bout de 5 ans, faire des bilans, faire des TVA, bon, bah, Tu sais t'as quand même faire. envie de voir autre chose. Ouais, Quoi. bah, tu m'étonnes. Et puis, c'est toujours le même problème. Tu arrives en janvier, les clients que tu as relancés, tu arrives en mars, c'est toujours les mêmes clients que tu relances. Et puis, bah, tu fais tes bilans Ah oui, au je dernier vois. moment en avril avec toujours les mêmes clients, quoi, tous les ans. C'est quelque chose qui se répète quand tu as un portefeuille assez stable à ce niveau-là. Après, la gestion d'équipe, j'étais quand même dans une équipe où chacun était assez responsable. Donc, il n'y avait pas non plus une énorme gestion managériale à faire Hmm. à ce niveau-là. Bon, ils avaient tous un peu de bagages et tout ça, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Ce que j'aimais bien aussi, c'était former les nouveaux. Ça, j'ai toujours assez apprécié pouvoir former les personnes. Donc, j'avais pas un gros niveau de management à faire. Clairement, c'était surtout un suivi des stats, s'assurer qu'au niveau de l'équipe, on respecte un petit peu les délais d'établissement de bilan, etc. J'ai toujours eu un peu le défaut, je pense, de dire oui, de ne pas être très strict, on va dire, là-dessus. Alors, est-ce que c'est un défaut? Je ne sais pas. Mais du coup, donc c'était plus une ambiance équipe, amis, etc. À ce niveau-là, quoi. Ouais, je vois. Je pense que, je crois, mais ça n'engage que ma propre réflexion personnelle. Celui qui a du mal à dire un non, ou alors qui aura tendance à dire souvent oui, bah, du coup, généralement, les gens ils vont bien l'apprécier, mais lui, il le prend pour lui, en fait. Genre, c'est une charge Ouais, c'est ça. émotionnelle Bah, c'est ça. Et puis, qui vient tasser ouais. ton... Et puis parfois, tu vas avoir tendance de dire mince, Genre, là, j'ai là, pas du été coup. strict. Et là, on est en retard. Bon, bah, du coup, je vais peut-être faire deux, Ouais. trois tâches qui auraient dû être faites par quelqu'un Ouais, d'autre, je vois. histoire d'être OK. Bon, bah, voilà, c'est ta personnalité, t'as pas trop le choix là-dessus, quoi. Et Johan, du coup, c'est quoi les conseils que tu donnerais plutôt à des comptables juniors pour justement avoir un délai de livraison de production des comptes qui soit le plus rapide et efficace possible? Parce que tu vois, là, je pense que tu en as fait des bilans Ah oui, oui. et des centaines. Et donc, tu as eu des clients qui sont très sérieux. Tu vois, il t'envoie Ouais. même il fait ton taf, en fait, Oui, bah oui. en gros. Et puis, tu en as, tu peux faire tout ce que tu veux au mois de mai. Et là, tu n'as toujours pas envoyé les éléments du mois de Voilà. février de l'année dernière, quoi. C'est ça, voilà. Alors, niveau En tout cas, conseil, toi, ouais. tu vois. Nous, ce qu'on faisait et qui fonctionne très bien, c'est on faisait un pré-bilan 3 mois avant la clôture. Ça permettait déjà de pouvoir travailler sur l'année en cours, de faire comme une situation comptable, hein, concrètement, vers le mois de septembre. Donc, tu prépares un peu ton bilan. Tout est déjà en place. Tu as déjà commencé à préparer les 3/4 de l'année. Tu as déjà commencé, du coup, à relancer ton client sur ce qu'il va avoir besoin. Lui, également, ça va le mettre Dans une phase un peu de... Ouais, dans une phase un peu de préparation pour le bilan, parce que du coup, tu vas déjà lui proposer des chiffres, tu vas pouvoir lui déjà lui montrer un peu ce qui va arriver en décembre, s'il continue là-dessus, etc. Donc, il va être intéressé, tu vois. Il va pas être... hyper c'est pas intéressant. quelque chose qui arrive, c'est au mois de mars, ça arrive au mois de mars, tu le prépares déjà un petit peu avant, donc tu lui relances déjà bien en avance là-dessus. Ce qui est aussi important, c'est de le relancer tout au long de l'année, parce que c'est toujours compliqué d'être relancé en septembre pour une facture de janvier. Ouais. Va la retrouver. C'est compliqué là-dessus. Donc, une relance tous les mois au moment où tu fais ta TVA. Donc, on faisait beaucoup de TVA mensuelle à ce niveau-là pour s'assurer justement de faire la relance mensuelle et avoir une compta à jour. Même sur les dossiers qui pourraient être en trimestriel ou en simplifié, c'est plus simple d'avoir la mensuelle. Et puis, quand on parlait de la trésorerie, ça permet aussi de gérer sa trésorerie. Tu n'as pas un solde de TVA à payer qui reste sur tes comptes pendant 6 mois, 1 an, c'est en annuel. Donc, TVA mensuelle, on relance tous les mois pour ce qui nous manque. Arrivé à 3 mois avant la clôture, on prépare un petit bilan. On ne fait pas une grosse situation, hein. C'est un premier bilan, on regarde les choses qui nous manquent, etc. On peut envoyer ce pré-bilan-là au client. Comme ça, lui, il se met déjà aussi en condition pour la période de clôture. Et également pour lui, ça peut être aussi un challenge commercial. S'il n'a pas atteint les objectifs qu'il veut se faire, il a déjà une vision à 3 mois avant la clôture. C'est pas encore trop tard pour pouvoir potentiellement lancer des choses pour la fin d'année. Et donc, du coup, ça permet pour pas mal de clients de les mettre en condition, de récupérer en amont ce qui nous manque. Et puis après, en fait, on se bat pour récupérer 3 mois. Et c'est plus facile de récupérer en janvier des factures de décembre que de récupérer en janvier des factures de janvier de l'année dernière. Alors, ça, j'aime bien le fait de se dire, quand tu vas aller voir l'entrepreneur et que tu vas le relancer, tu vas pas lui donner une espèce de liste de courses en mode « Hey Coco, Non. voici toutes les erreurs que tu as commises Ça fonctionne pas. et que tu me les as pas envoyées et donc du coup, je peux pas faire mon taf. » Toi, en fait, tu lui as apporté de la valeur déjà. C'est ça. De toute façon, si tu lui apportes une liste de courses et que tu lui dis tu me les as pas envoyées, déjà il va dire il fallait me relancer avant. Exactement. C'est toi qui n'as pas fait ton taf. Donc là, moi, je suis j'ai trop de chantiers en cours. Il me reste que 2 week-ends avant de pouvoir faire ça, etc. Enfin, tu vas le braquer forcément. Donc il faut que, même à titre perso, c'est plus simple de faire quelque chose tout au fur et à mesure que de faire tout à un moment donné à ce niveau-là. Donc oui, et
derrière, tu lui apportes de la valeur, comme tu dis. C'est-à-dire que tu arrives avec une situation qu'il n'a pas demandé, qui n'est pas payante. Donc déjà, il est content. Ouais. Et voilà. Et donc, il va être plus enclin à t'écouter, à demander tes conseils, à voir comment est-ce qu'on peut faire et à déjà se positionner sur ce qui va arriver en décembre, quoi. Donc là, en fait, tu te positionnes comme un espèce de rôle d'expert déjà. Ouais. Alors, il fait appel à un cabinet d'expertise comptable. Ce cabinet d'expertise comptable, souvent, on va identifier l'expert comptable comme le vrai Exactement, technicien. Sauf que le collab, peut-être qu'on pourrait le catégoriser soit très bon si on a une bonne relation et qu'il est super chaud, ou alors quelqu'un qui va faire la prod. Mais celui qui t'envoie de la prod et qui dit bah tiens, ces 2-3 éléments, c'est intéressant, fais gaffe, fais attention, etc. On a besoin de peaufiner pour bien continuer la suite, pour savoir si ton projet y performe, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire l'année prochaine comme investissement ou je sais pas, comme montage ou peu importe. Ou alors fais gaffe Coco, parce que là on n'est pas dans une bonne situation. Et donc quoi qu'il en soit, tu vas l'amener à réfléchir. Je trouve que c'est hyper vertueux de lui montrer les éléments en amont. Exactement, ouais. De la relance en fait. Ouais. Et même dans la chaîne de production, au niveau du cabinet, l'expert comptable était dedans, bien entendu. En tant que comptable, je ne suis pas expert comptable, donc ramener un projet de bilan au client sans qu'il soit vu par personne, en tout cas en début de carrière, c'est compliqué. Chose à ne pas faire, on risque de faire pas mal de bêtises. Donc du coup, tu prépares ça, tu le fais quand même réviser en partie. Alors, ce n'est pas une révision pour une clôture, donc c'est une révision quand même assez rapide, on va dire, par l'expert comptable. Et donc forcément, après, derrière, tu as du conseil que tu apportes, du conseil que tu gagnes au fur et à mesure de ton expérience. Tu as l'habitude de voir que tel compte, ce qu'on peut faire. C'est toujours la même question. Du coup, est-ce que j'ai pas trop abusé sur les frais de déplacement, les frais de restauration, etc. Comment je suis par rapport à la concurrence, etc. Et après, des conseils un peu plus poussés sur de la protection sociale, etc. Que là, en général, c'est l'expert comptable qui va te dire, toi, en tant que collaborateur, vois avec le client, parle-lui-en, c'est important. Il y a des choses à mettre en place. Tu as des clients, c'est malheureux, mais quand tu es en entreprise, tu es indépendant pour la plupart, sauf quand tu es assimilé salarié, etc. Et quand tu es indépendant, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leur couverture sociale, par exemple. Ouais, carrément. Donc, du coup, ils arrivent, ils ont un projet d'enfant. Ouais, mais là, tu as ouvert il y a 6 mois. Non, tu n'auras rien. Voilà, je suis plus trop au jour là-dessus, mais non, mais t'as raison. C'est des choses assez compliquées, et plus tôt tu les préviens, plus tôt ils sont reconnaissants aussi. Ça met une relation de confiance à ce niveau-là, quoi. Je pense que apporter un peu ce terreau fertile en mode, tu vois, voici la règle du jeu. Tu vois, on va jouer une partie, toi et moi, cabinet et entrepreneur. Entrepreneur, tu vas évoluer dans un monde, le monde avec ces règles-là. Et moi, en fait, je vais t'aider à jouer la partie comme il se doit par rapport à ton besoin, par rapport à ta vie. Et le fait de dire, si demain tu veux fonder une famille, mais t'as pas de protection sociale, c'est chaud, quoi. C'est tu ça. vois. Donc, je vais t'accompagner là-dessus pour t'aider. Et forcément, en expliquant ça, du coup, ça peut être beaucoup plus facile de vendre des missions de conseil. Oui. Très clair. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'ils cherchent. On est dans une ère maintenant où faire de la saisie, ils ont bien compris que c'est quand même beaucoup plus simple avec l'IA, etc. Là-dessus. Et donc, puis on est dans une génération où ils veulent une réponse très rapidement. On est la génération Amazon, donc tu commandes, tu vas être livré le lendemain. Là, c'est pareil, tu as une question, tu vas avoir la réponse le lendemain, tu vas avoir du conseil très rapidement. C'est plus, ils cherchent plus de la saisie. Comme je disais tout à l'heure, ils cherchent. Moi, j'avais un de mes clients qui disait vraiment le médecin de l'entreprise, ce qu'il cherche, c'est du conseil et pas autre chose. C'est pour faire de la saisie, il trouvera toujours quelqu'un pour le faire, quoi. Donc, tu fais 7 ans dans le même cabinet, du coup. Qu'est-ce qui te donne envie de passer à autre chose ? Alors, pas mal de choses. Déjà, au départ, je voulais faire développeur informatique. Donc, alors là, tu bosses dans une fintech. Je bosse dans une fintech, donc ça se rapproche quand même pas mal de ce que je voulais faire au départ. Ensuite, comme je disais, au bout d'un moment, faire des bilans tous les ans, faire des TVA tous les ans, c'est bien, mais je voyais pas faire ça. Si, je pourrais faire ça toute ma vie, mais si j'ai une opportunité de faire autre chose, intéressant, etc., pourquoi pas. Puis, tu as aussi ce problème-là de, certes, ils veulent du conseil, mais tu as des clients où tu as l'impression où tu vas leur dire quelque chose, et puis 2 mois après, c'est sorti de l'autre côté, et ils s'en fichent un petit peu. Donc, tu participes au développement de l'entreprise, même si c'est un peu indirect, tu fais que de la compta, tu les conseilles, etc. Mais tu vas pas forcément voir le fruit des conseils que tu as fait. Pas tout le temps, en tout cas. Ouais, je vois. Et là, du coup, sur quoi je bosse actuellement, c'est complètement différent. Ça reste dans le domaine de la compta, donc c'est toujours bien. Là, ce que je demande, ce que je vois, du coup, je le vois après dans le produit. Là, c'est moi qui ai apporté ce petit grain-là, etc. Donc, tu as un sentiment d'accomplissement qui n'est pas le même, en fait. Okay, c'est vraiment autre chose, quoi. Donc, tu rejoins Time 2021. Ouais, c'est ça, janvier, ouais.
Alors, avant d'expliquer pourquoi avant d'expliquer cette phase évolutive, est-ce que tu pourrais expliquer ton métier d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu Ouais. fais concrètement? Alors, aujourd'hui, je suis ce qu'on va appeler un expert métier chez Time. On a plusieurs casquettes. Enfin, tu as déjà parlé avec Arnaud, Amélie, etc. Donc, au niveau organisationnel, c'est assez particulier. Donc, on a plusieurs casquettes, mais la casquette principale, c'est expert métier. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on appelle un expert métier? C'est quelqu'un qui vient d'une profession particulière et qui va participer au développement du produit lié à cette profession-là. Donc, moi, je viens de la compta. Donc, forcément, je travaille sur Time Expert, la partie logiciel comptable. Et grosso modo, je rédige des fonctionnalités. Donc, j'explique ce qu'on a besoin, pourquoi on en a besoin, comment le faire, ce qu'on s'attend à avoir. Et je transmets ça après aux développeurs qui vont le développer dans l'outil. Et ensuite, bien entendu, il faut le tester avant que ce soit mis à disposition des clients pour s'assurer que ça fonctionne bien, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on fait en tant qu'expert métier. Et donc, un des partis pris chez Time, c'est qu'il n'y a pas meilleur qu'un ancien comptable pour dire ce qu'il faut faire dans un logiciel comptable. Plutôt que de prendre quelqu'un du domaine de l'informatique ou autre qui est habitué à faire ça, ce qu'on appelle des product managers, product owners, etc., mais qui ne sont pas forcément du métier. Ils vont savoir rédiger des fonctionnalités, il n'y a pas de problème. Par contre, dans la compta, on sait très bien comment c'est, la fiscalité, la compta, c'est des règles très strictes, des choses vraiment importantes à respecter, des façons de travailler qui sont bien mises en place. Et du coup, en tant que comptable, on connaît toutes ces bases-là. Donc, du coup, forcément, tu arrives avec la connaissance comptable. Par contre, il faut t'habituer à comment j'explique ça à un développeur, comment je mets ça en place dans un logiciel, etc. Alors, Donc, voilà. là, on est clairement dans une masterclass. Alors, on va reprendre, mon cher Johan, Ouais. l'ensemble des éléments, étape après, les unes après les autres. Pour ceux, en tout cas, qui veulent utiliser et se former à la solution, Time Expert, Johan est le mentor qui vous apprend à utiliser cette solution directement dans la Counter Academy que vous retrouverez en description de cette vidéo. Donc, si vous souhaitez avoir toute la visibilité, savoir comment on utilise les fonctionnalités simples de Time, allez directement vous inscrire sur la Counter Academy pour pouvoir y avoir accès. Avant de continuer, ce qui est intéressant dans son histoire, et voilà ce que je pointe du doigt. Et là, c'est vraiment un message que je veux apporter à ceux qui pensent que la comptabilité, du coup, tu vois, ils ont fait ça toute leur vie et qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, ou alors qu'ils sont obligés de repartir je ne sais pas où pour aller faire boulanger, pâtissier ou j'en sais rien, parce qu'ils n'ont plus envie de faire ça. Oui, ou que la fin, c'est forcément expert comptable et pas autre chose, quoi. Exactement. Toi, en fait, tu prends ta petite envie et ton petit désir d'étudiant, de jeune, où tu voulais faire développeur informatique. Et donc, en fait, en réalité, tu es parti dans une voie qui est de la compta, un peu par, entre guillemets, dépit, comme certaines personnes peuvent le faire. Tu as construit ton parcours ici. Et en fait, après, à un moment donné, tu te retrouves au milieu entre les développeurs, ce que tu voulais faire à l'origine, et les mondes et la connaissance du métier. Et donc, en fait, finalement, cette double compétence, tu vois, elle a beaucoup de valeur parce qu'en fait, j'imagine, qu'elle te nourrit aussi d'un point de vue professionnel. Oui. Parce que tu arrives à être au contact avec des gens peut-être que tu avais envie de faire leur taf, en fait, à la base. Exactement, oui. Non, mais puis c'est comme je te disais, tu as un sentiment d'accomplissement. Faire un bilan, c'est bien, mais tu vas le refaire tous les ans. Là, tu rédiges une fonctionnalité et après 3 semaines, 6 semaines, 3 mois après, tu la vois dans le produit et là, c'est moi qui ai participé à ça, je sais exactement comment c'était fait, etc. C'est autre chose, quoi. Alors justement, raconte-nous un cas d'usage d'une fonctionnalité auquel toi, tu as participé, qui est venu justement agrémenter le produit Time. Comment tu l'as découvert? Comment tu as imaginé cette fonctionnalité? Et comment finalement ça s'est développé pour qu'on puisse vraiment comprendre toute la chaîne de valeur? Ouais, alors... Ou alors, peut-être pas une, mais en tout cas que tu as participé à une qui était transformatrice dans le produit, par exemple. Alors, je réfléchis un petit peu à la fonctionnalité réfléchis. À laquelle on pourrait parler. On va parler des labels. Je pense la partie centrale, la centrale de Time. Hop, je sais pas si tu veux Non, c'est bon, vas-y, attaque, pas de problème. Du coup, donc, au niveau d'une fonctionnalité auquel j'ai participé, et qui est un petit peu un engrenage principal de Time Expert, c'est les labels. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un label, qu'est-ce que c'est? C'est un mot-clé qu'on va poser sur une transaction, un document, etc., sur laquelle un schéma d'écriture comptable va être rattaché et qui va générer automatiquement l'écriture comptable derrière. Donc, quand la transaction arrive, le label est apposé, l'écriture comptable est générée automatiquement. Exemple, j'ai fait de la pub sur Google Ads. C'est ça, voilà. La facture, elle vient dans l'outil. Voilà, tu as un label Google qui est posé dessus, tu as un schéma d'écriture soit en trésorerie, soit en engagement que tu mets dessus. Donc là, quand on parle de la facture, si tu veux que ça génère une écriture, tu as mis un schéma d'écriture où tu dis la contrepartie de la banque, ça sera un 401 et la contrepartie de la facture, ce sera un 626.
Enfin, 600, je ne sais pas combien. Je ne sais plus. Voilà, je perds un petit peu mes notions de comptable. Mais, 623, je pense, pub. Ouais, peut-être. Et donc, du coup, ton écriture va être générée. Donc là, ta facture arrive, ça te génère ton compte de charge, ta TVA par rapport à la facture que tu as. Donc là, on est sur du Google. Donc, tu auras l'intracom qui sera mis automatiquement et en compte de tiers. Et après, quand ton label Google va se mettre sur la transaction bancaire, tu auras ton compte 5 à ton compte de tiers. Donc, c'est le principe de base. Et donc, comment ça se réfléchit Donc, à l'époque, on avait un système de ce qu'on appelait des tiers. Donc, on faisait que de la compta d'engagement. Enfin, quand on a lancé Time Expert, Time Expert s'est lancé à la suite de Time Pulse avant, où on faisait que de la trésor et on générait pas d'écriture comptable. Enfin, en tout cas, on générait, mais on n'avait pas de logiciel vraiment de comptable. Il fallait faire de l'export, l'importer dans un logiciel, etc. Et les cabinets comptables qui utilisaient ça disaient, c'est bien, mais ça serait quand même bien d'aller plus loin. Et donc, du coup, au niveau de Time, ils ont décidé de faire Time Expert. Et donc, c'est là où je suis arrivé justement en janvier. Et un des problèmes qu'il y avait, c'était justement cette annotation-là qui était un peu trop axée catégorie ou que tiers et qui générait que de la compta de trésor. Et donc, du coup, la réflexion qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à proposer quelque chose qui fait de la compta de trésor et de la compta d'engagement en même temps à ce niveau-là et qui soit assez simple d'utilisation. Alors, c'est pas super simple parce qu'il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. C'est la partie la plus compliquée à comprendre en Time Expert. Et une fois que tu l'as compris, tu maîtrises tout, normalement. Et donc, du coup, après, la réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà aujourd'hui, ne pas casser complètement le schéma qu'on a, avec déjà ce qu'on appelait des libellés qu'on mettait, ou des tiers, ou des catégories qu'on mettait, et avoir un système qui pourra gérer les deux. Donc après, comment tu fais Tu fais des réunions, beaucoup de réunions, d'ateliers entre comptables, etc., avec alors, chefs de projet, tout ça. Comptables en interne En ou interne, aussi en avec... interne. Okay. Expert métier, parce qu'on est quand même pas mal de comptables sur ce sujet-là. Après, tu vas pouvoir aussi potentiellement auditionner des clients que tu as. Oui, c'est ça que tu fais aussi. Ouais, tu as aussi là-dessus. Après, là, sur ce sujet-là, c'était quand même quelque chose de très fondateur dans l'outil. Donc, on n'a pas forcément consulté tous les cabinets à ce moment-là. Mais tu sais que c'est un besoin de marque. Voilà, il y a un vrai besoin. Exactement. Tu n'as pas le choix, quoi. Et on voulait vraiment pas avoir un dossier, c'est que de la compta de trésor, que de la compta d'engagement. On voulait vraiment faire jouer les deux en même temps sur un dossier, parce que les frais de télécom, tu n'as peut-être pas envie de les suivre en engagement, alors que ton fournisseur de marchandises, tu veux le suivre en engagement. Et donc, du coup, on fait pas mal d'ateliers, on réfléchit, on idéationne, etc. Une fois qu'on a un plan qui est un petit peu établi, de notre côté, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est voir avec les techs. Alors, quand on dit les techs, les développeurs, tout simplement. Voilà l'idée qu'on a. Est-ce que ça passe? Souvent. J'imagine la discussion. Ouais, mais non, c'est compliqué. Voilà, car exactement. Parce que tu sais, ouais, mais on peut pas, car, etc. Souvent, en tout cas, sur des idées comme ça, parce que c'était là, on refondait quasiment tout le logiciel à ce moment-là, un an après avoir commencé, tu vois, parce que c'est sorti au congrès de Bordeaux, donc en 2017 en octobre 2021, non en octobre 2021. Je connais pas les dates, donc là je t'en ai balancé en octobre 2021, et donc du coup il y a un mois avant le congrès, tu vois, on sort ça en me disant bon là pour le congrès il faut qu'on ait ça, on a besoin d'avoir ça. Donc là t'as les gros yeux en disant ouais mais là ce que vous demandez c'est énorme, et donc après c'est un jeu de ok, nous on a absolument besoin de ça. Comment est-ce qu'on fait? Ok, mais ça, du coup, c'est trop compliqué. Ouais, mais c'est pas grave. On n'en a pas forcément besoin tout de suite. On pourra le faire plus tard. Donc après, c'est des négociations, tout simplement, pour réussir à avoir une fonctionnalité rapidement, ce qu'on appelle un MVP chez nous, un Most Value Product. Donc en gros, quelque chose qui fera 80% en faisant que 20%. Donc c'est le 80, toujours le classique là-dessus. Et après, une fois que c'est prêt, on rédige tout ça. Donc on a un cahier des charges à rédiger en expliquant quel est le besoin, parce que il faut quand même avoir en tête que les développeurs connaissent pas la compta. Oui, donc ça veut dire qu'il faut être hyper... Ah oui, il faut être hyper pédagogue. C'est ça, tu vas pas leur dire c'est un compte c'est du débit. Ouais, mais non, la débit crédit, qu'est-ce que c'est? Voilà, non mais rien que ça, tu vois, à ce niveau-là, et c'est normal, c'est pas leur métier, etc. Et donc du coup, tu dois être pédagogue, tu dois expliquer le plus possible comment c'est. Alors bon, maintenant ils ont l'habitude, donc maintenant il y en a certains qui pourraient limite faire des bilans à notre place sur ça, mais donc, tu rédiges un cahier des charges, donc tu leur donnes un besoin, c'est aussi important aussi, parce que c'est pas juste tu fais ça, ça sert à rien que tu comprennes à quoi ça sert. C'est aussi important de leur donner à quoi ça sert, parce que derrière, ils vont peut-être mieux comprendre ce que tu as demandé en dessous. Si tu leur dis le besoin, qu'est-ce que tu attends, de quel constat de base, quel constat de fin que tu veux, ils vont avoir plus facilement, ils vont avoir plus de facilité à se mettre dedans, à comprendre ce que tu attends, et potentiellement à lire entre les lignes de ce que tu as mis, parce que pour toi, tu as expliqué très clairement, le plus facilement possible ce que tu voulais faire, mais tu restes comptable. Donc, il y a des moments où
tu as peut-être mis un terme qui te semble, maintenant ça fait 7 ans, 10 Ouais, ans, c'est 15 ans, naturel c'est un pour que toi, l'utilise, ouais. c'est naturel. Et là, derrière, il va peut-être pas forcément comprendre, mais s'il a le contexte, l'objectif, il va te réussir à l'interpréter. Donc, tu fais ton cahier des charges, tu le transmets aux développeurs, et là, les développeurs codent. Ils codent, ça peut prendre du temps. Combien, tu sais pas trop. C'est très compliqué d'estimer combien de temps va prendre un projet à développer. Bon, au fur et à mesure, quand ils ont de l'expérience, ils y arrivent de plus en plus, même si ça reste qu'une estimation. Hein. C'est jamais sûr de dire, bah là, si tu me le donnes aujourd'hui, après-demain, c'est bon, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, une fois qu'ils ont codé, donc là, ils nous le redonnent derrière en version test. Et là, on teste. Et là, c'est vous qui testiez? Ouais, Ça, là, c'est c'est vous? nous qui testons. Alors, encore aujourd'hui, les métiers, donc les experts métiers testent forcément la fonctionnalité pour s'assurer que ça correspond à ce qu'on avait besoin et que ça fasse vraiment ce qu'on s'attend à ce que ça fasse. Et on a ce qu'on appelle des QA, donc alors j'ai plus le nom entier, mais c'est en gros le Quality Assurance, Ok. si je dis pas de bêtises, qui eux vont également faire du test, mais qui vont aller pousser le truc jusqu'au bout. T'as déjà vu des vidéos, les gens qui tapent sur le clavier comme ça, etc. Bah, c'est exactement ça. Tu vois, ils vont vraiment chercher à casser le produit avec la fonctionnalité qu'on a fait pour s'assurer que dans n'importe quel cas d'utilisation, on ne cassera pas le produit avec cette nouvelle fonctionnalité-là. Hyper clair. Là-dessus. Voilà. Mais ils sont pas comptables. Donc du coup, forcément, ils vont faire du test, mais ils vont pas obligatoirement aller regarder ce que ça fait vraiment, ce qu'on s'attendait à ce que ça fasse Ouais, au je niveau vois. comptable, est-ce que les calculs sont bons. Alors, si tu les as rédigés, ils vont comprendre le calcul qu'on s'attend à faire, mais il y a une différence entre ce que tu t'attends à ce que ça fasse en comptable, la façon que ça se fasse et le résultat final derrière, quoi. Donc, toi, c'est quoi aussi ton interaction avec le monde extérieur à Time? Parce que vous avez deux typologies de clients. Finalement, vous avez des clients entrepreneurs. C'est ça. Et puis, vous avez des clients cabinets. Ouais. Toi, j'imagine que tu es plus côté cabinet. Ouais, alors j'ai fait les deux. Ok. Je suis beaucoup plus côté cabinet et là en ce moment sur un projet côté client, alors ce qu'on appelle alors, notre côté client, ça peut être l'entrepreneur et le cabinet, donc entrepreneur et cabinet. Donc je suis beaucoup plus côté cabinet, même si là je suis un petit peu sur la partie entrepreneur. Niveau entrepreneur, peu de contact avec eux en externe. Ça va plus être les designers, etc., qui vont faire du benchmark, qui vont également faire de l'A/B testing, ce qu'on appelle avec les clients. Donc, c'est faire une maquette un petit peu fonctionnelle, leur mettre en test et s'assurer que est-ce que ça fonctionne dans ce qu'on s'attend à ce que ça fasse là-dessus. Au niveau entrepreneur, voilà, c'est plus l'équipe design, etc., marketing qui va s'occuper de ça. Côté cabinet comptable, par contre, c'est plus simple de parler avec un cabinet comptable en tant que comptable parce que on comprend ce qu'ils veulent dire. Derrière, on sait aussi répondre, pas aux attaques, mais on sait répondre aux reproches qu'on peut faire au produit, etc. Et également en expliquant, voilà comment on l'a en tête. Moi, ce que je comprends, c'est ce que vous attendez, c'est que ça fasse ça. Ce que j'aurais fait en cabinet, voilà comment est-ce qu'on peut le faire, etc. Et donc derrière, on a en interne, j'aurais pu être dans ce qu'on appelle les partners success. Donc c'est des anciens comptables, pareil, qui forment les cabinets comptables aux produits. Là-dessus. Moi, je suis plus côté tech. Et du coup, avec le contact extérieur, je vais en avoir plusieurs. Alors, un des premiers qu'on a eu là tous les ans, c'est le congrès de l'ordre. On s'est vu le dernier, justement, où là, on va présenter le produit aux comptables, etc., qui viennent. Et en tant que métier travaillant sur le produit, on le connaît forcément très, très bien. Donc là, on peut répondre aux questions. On va également être sollicité par les équipes Sales, Partner Success, pour quand il y a des questions des cabinets comptables auxquelles ils ne savent pas répondre, parce que potentiellement, ils ne maîtrisent pas à 100% le produit. Il y a tellement de nouveautés qui sortent tout le temps que du coup, ils vont les renvoyer vers nous en disant voilà la question, est-ce que ça on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, il voudrait qu'on fasse ça, est-ce que je peux lui répondre, est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est pas prévu, etc. Et après, on va aussi avoir de temps en temps des tables rondes, mais un peu comme une table ronde où on va inviter des cabinets comptables et on va leur exposer notre roadmap. Donc, en gros, ce qu'on prévoit de faire dans les 3, 6 mois, 9 mois et leur expliquer pourquoi on veut faire ça et également récupérer leurs idées à ce moment-là de pour vous, qu'est-ce qui est essentiel qu'on fasse dans l'année qui vient pour voir comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus. Donc, c'est un peu le contact extérieur. C'est pas qu'avec les devs, c'est aussi avec eux, récupérer le besoin, l'interpréter et voir est-ce que ça rentre dans notre vision du produit aussi. Ok. À ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que toi aussi, dans l'organisation, tu es très en contact avec les sales, ouais. Tu es très en contact avec les CSM, Customer Success Manager. Ouais, c'est ça, voilà. Ok. Tu es très en contact avec le monde extérieur et en fait, tu vas aller chercher les idées de fonctionnalité aussi par les feedbacks que tu reçois de la part de tous ces... Voilà.
C'est ça. Forcément, on a une vision de ce que doit faire le produit. Oui. Le produit est jeune, donc forcément, on sait qu'il manque des choses propres à la comptabilité. Donc là, pas besoin d'avoir de feedback de l'extérieur, mais tu vas avoir, on a notre vision et tu vas quand même avoir des feedbacks de l'extérieur en disant ouais, mais là, il nous manque ça, il nous faudrait ça. Pourquoi est-ce que ça s'est fait comme ça? Ce serait mieux que ce soit fait comme ça. Tu vas l'interpréter. Tu vas voir est-ce que c'est vraiment utile ou pas, est-ce que ça rentre dans ta vision. Ce qu'on veut pas non plus, c'est avoir un produit où demain tu as 36 000 boutons, 36 000 menus pour trouver un truc. On veut regarder à quelque chose d'assez simple, donc bah, forcément tu fais du tri et tu regardes bah, comment est-ce que je pourrais le faire, si je peux le faire à ce niveau-là. Et donc je sais pas, si vous avez 10 fonctionnalités qui arrivent ou 10 demandes de fonctionnalités, comment vous allez prioriser? Ça, vous dites bah ça c'est à la poubelle parce que ça respecte pas notre vision. Ça, on doit absolument le faire parce que, je sais pas moi, c'est un impact business, etc. Comment vous décidez? Alors, tu vas avoir l'impact business, comme tu dis, en mode, ah ouais, c'est une fonctionnalité où forcément le produit va se vendre parce qu'on va faire celle-là. Donc, ça peut impacter. Tu vas avoir aussi la quantité de demandes. Si tu n'as qu'un cabinet comptable qui te demande une fonctionnalité et que tu as tes 99% autres cabinets comptables qui ne la demandent pas, bon, bah, tu te dis qu'il n'y a peut-être pas trop de priorité là-dessus, c'est vraiment une grosse particularité, il y a peut-être un moyen détourné de le traiter, donc on va voir autre chose, quoi. Par contre, si tu as 80% de tes clients qui te le demandent, bon, bah, forcément, tu vas te dire, il faut que je le fasse. Ouais, tu te poses la question en te disant, bah, qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce qu'il n'y a vraiment déjà pas la possibilité de le faire en interne? Peut-être qu'on peut le faire, mais d'une façon un peu trop détournée. Est-ce qu'on peut pas plus se simplifier? En fait, il ne faut pas prendre pour argent comptant en disant, il faut faire telle fonctionnalité. On revient sur ce qu'on expliquait avec les développeurs, c'est le besoin qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire à la fin, quel est l'objectif en fait là-dessus, et après tu regardes comment est-ce que tu peux l'arriver, parce que saisir une écriture comptable, tu as plusieurs façons de le faire. Nous, avec les labels, à la manuelle, tu peux en faire de façon variée. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu as pas mal de façons d'arriver à un endroit. Comme on dit, toutes les routes mènent à Rome. Donc, le but, c'est d'arriver à Rome. Bah, comment est-ce que j'y arrive? Et donc, voilà, c'est l'objectif, c'est de répondre à ça. Donc, ouais, de notre côté, c'est intérêt business, notre vision et potentiellement quantité de demandes aussi. Parce que bah, forcément, si tu as 80% de tes clients qui demandent quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à faire, quoi. C'est quoi les compétences, selon toi, qu'il faut mobiliser justement pour... tu vois, tu dois discuter avec plusieurs métiers, plusieurs typologies de personnes. C'est quoi, selon toi, je sais pas, les 3 grandes compétences qu'il faut avoir pour réussir dans un job comme le tien? Bah déjà, être à l'écoute. Forcément. ne pas être borné, enfin surtout ne pas être borné, c'est pas une qualité, mais faut pas chercher à avoir raison, quoi. Voilà, pas chercher à avoir raison. Il faut être prêt à recevoir les critiques parce que bah forcément le produit ne plaît jamais. Alors il plaît, hein, mais il y a toujours un truc, quoi. Voilà, on a toujours tendance, enfin je pense qu'en tant que youtubeur, tu le diras, t'auras toujours l'avis négative, c'est celui qui va de plus te toucher en te disant ouais mais à côté vous avez vu tout ce qu'on a fait, ouais mais là moi il manque ça donc je peux rien faire, quoi. Là-dessus, donc c'est tout à fait ça. T'as fait 99% du truc, il est ouf. Voilà. T'as passé X milliers d'heures. Il te manque le 1%. Ah, mais si j'ai pas ce 1% là, c'est impossible à utiliser alors que ça concerne que 2 de mes clients. Enfin, voilà, c'est forcément cette partie-là. Mais donc, faut pas être susceptible. Faut être à l'écoute pour pouvoir comprendre le besoin. Après, faut être patient. Je pense, parce que on a beau l'impression que tout va très vite. Il y a des projets, là par exemple, il y a une des fonctionnalités, ça met 1 an à se faire. Donc en tête, tu te disais, ah ouais, ça serait bien dans 3 mois, on l'est. Bon, bah non, 1 an après, on commence à peine à potentiellement migrer les clients dessus, etc. Donc il y a quand même un besoin de patience, d'écoute. Je pense qu'il faut aussi, alors, il faut pas le prendre dans le mauvais sens, il faut aimer un peu la confrontation, peut-être aussi, parce qu'il faut confronter les idées. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que, comme je disais justement, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on t'amène. Faut savoir débattre, discuter et débattre de façon intelligente. Comme ça revient sur ne pas être borné à côté, mais c'est on te donne un besoin en général, et on le fait tout ça. Si un de mes collègues m'écoute, il me dira bah, c'est à chaque fois que tu n'arrives pas avec le besoin, mais avec la solution. On te donne une solution. En fait, on ne te demande pas un besoin en général, et donc tu dois interpréter le besoin qu'il y a derrière et venir débattre dessus en disant bah ok, donc la solution, c'est pas de faire ça. C'est ce que vous avez besoin, c'est d'arriver à ça. Est-ce que si moi je vous propose de faire comme ça irait, etc. Et donc voilà, c'est vraiment débattre à ce niveau-là. Donc ouais, patience, débat, être patient, savoir débattre et ne pas être borné, je pense. Et du coup, Johan, c'est intéressant, tu vois, parce que là, si on reprend ton toi il y a 10 ans en arrière, où tu avais cette timidité,
ou peut-être cette introversion. Il n'y a plus trop. Et là, du coup, en fait, ça t'anesthésie justement, parce que là, tu es en train de dire en mode il faut aller un peu chercher la confrontation, dans le bon sens du terme. Oui, dans le bon sens. Ah oui, forcément. Déjà, quand tu es en relation avec des clients, quand même, comptables, ça t'anesthésie un petit peu, hein, parce que tu as une relation pas intime, mais qui s'installe. Tu en as certains qui deviennent plus proches que d'autres, etc. Donc forcément, ça t'anesthésie un petit peu à ce niveau-là. Mais après, oui, là, tu es dans un autre monde. Tu n'es pas avec de l'entrepreneur. Là, on parle vraiment du cabinet comptable, donc avec des experts comptables en face. J'ai qu'un BTS, encore une fois. Hein, donc, tu as une confrontation à ce niveau-là. Mais oui, ça m'a changé. Dans le milieu pro, il y a beaucoup moins de... je suis beaucoup moins introverti à ce niveau-là. Hyper clair. J'avais entendu un jour quelqu'un qui disait vraiment cette phrase, faut pas chercher à avoir raison, mais il faut chercher à savoir qui a raison. Et du coup, j'ai l'impression que cette citation, eh bien, elle se conforme clairement au job dans lequel tu te trouves. Et je trouve ça intéressant parce qu'il faut quand même que tu ailles chercher des idées, il faut que tu ailles chercher de l'intelligence collective pour que, en fait, au final, ça vienne nourrir un produit qui va être au service de la profession. Mais là où je pense, où il y a une valeur qui est à mon avis significative, et ça je pense que c'est remarquable de la part de Time de faire cette stratégie, d'embaucher des gens comme toi, parce que tu peux être en empathie totale avec ton écosystème parce que tu maîtrises exactement le métier, quoi. Oui, exactement. Tu comprends leur douleur. Alors, je ne suis pas expert comptable, encore une fois, mais j'en ai fait des bilans, j'en ai fait des TVA. Donc, tu comprends la douleur de l'assistant comptable qui galère à faire une TVA parce que il doit tout reprendre à la main dans un logiciel, etc. Tu comprends la douleur d'un comptable qui fait sa révision de bilan parce que il doit ouvrir 3 fenêtres différentes pour pouvoir consulter 3 documents. Enfin, voilà, tu comprends tout ça et donc tu essaies d'apporter quelque chose. Clairement, on en rigole avec certains de mes collègues, mais on se dit là, si on faisait de la compta avec l'outil qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça serait un monde merveilleux. Là-dessus, on gagnerait beaucoup de temps. Donc, tu compatis pas mal. Et comme tu disais, c'est de l'intelligence collective. Et si on reprend la citation que tu disais avant, tu as rarement raison. Alors, t'as raison, mais c'est important de faire travailler l'intelligence collective parce que on a une façon de penser qui fait que on va vers la solution directement, on va arriver à tel objectif, on le fait comme ça et on voit pas trop ce qui peut se passer à côté, un petit peu comme avec des œillères, etc. Et donc c'est important de travailler sur l'intelligence collective, donc de voir avec tes collègues, d'échanger avec du partenaire social, du sales qui a la confrontation directe avec l'expert comptable en face, etc. pour vérifier est-ce que la solution que tu proposes elle est bonne. Parce que c'est bien beau d'avoir une solution qui te convient à toi, mais si elle ne convient pas à 90% de tes clients, même si elle fait bien l'objectif final, ça colle pas trop, quoi. Je comprends bien l'idée. Du coup, c'est vraiment le groupe qui a raison. Alors, du coup, tu vas créer aussi des fonctionnalités qui répondront à un besoin. Et là, je suis en train de parler à haute voix, là, dans mon esprit, hein, tu vois. C'est juste que... en fait, il faut pas avoir... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut pas d'ego, en fait, dans ce job. Je pense, je suis d'accord. Il faut pas d'ego, parce que si tu as de l'ego, tu vas le prendre pour toi. Et donc, en fait, faut pas. Donc, en fait, tu vas faire la fonctionnalité pour toi et tes idées. Non, il faut pas. Pour nourrir ton ego. Mais du coup, si tu n'en as pas, tu vas le faire pour le collectif. Oui, et puis tu es sur t'es pas sur un petit projet, tu es sur un projet qui mobilise, là sur Time Expert, on est 5 ou 6 comptables dessus en tant qu'expert métier, une vingtaine de développeurs, etc. Donc forcément, ton idée a certainement prioritaire qu'un autre. Alors pour toi, elle est essentielle, mais niveau priorité business, marketing, objectif, etc., peut-être que ton idée que tu voulais faire en février, potentiellement, on la travaillera qu'en novembre. Ouais, je vois. Donc, il ne faut pas avoir d'ego là-dessus. Il faut en avoir un petit peu quand même pour défendre ses idées, aussi essayer de montrer la vision que tu as. Mais il ne faut pas prendre pour soi si en face, tu as le développeur qui dit « Ouais, mais là, c'est complètement con ce que vous faites. » Ça arrive, hein, parfois. On a des remarques parfois, mais tant mieux. En fait, justement, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas trop de barrières à ce niveau-là. Et donc, tant mieux parce que on arrive avec, encore une fois, le problème, c'est qu'on arrive avec une solution, on arrive avec un besoin, une solution, et en fait, ils vont dire ouais, mais là, techniquement, c'est pas possible. Ça passera pas, ou alors, ok, mais ça va prendre 4 fois plus de temps que ce que ça devrait prendre. Et voilà, il faut pas le prendre pour soi. Je suis pas développeur, j'aurais bien voulu, mais je le suis pas. Et donc, du coup, tu t'échanges avec eux, tu dis ok, et tu apprends à resserrer un petit peu le besoin que tu as, de redescendre à des niveaux en dessous et dire ok, finalement,
peut-être pas besoin de mes 4 pages là que je t'ai rédigées. Ça pourrait se concentrer sur un seul paragraphe. Voilà vraiment ce que j'ai besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça, c'est quand même intéressant, mais est-ce qu'on pourra le faire plus tard, etc. Voilà. Hyper Donc, clair. ouais. Faut apprendre à recevoir les critiques. Hyper clair. Rentrons un peu maintenant dans ton expérience chez Time en tant que membre à part entière de l'équipe, Oui. tu vois, et du collectif. J'aime bien aussi quand je reçois aussi des dirigeants qui vont apporter aussi leur lecture de la manière dans laquelle est une entreprise. Donc j'ai reçu Amélie qui disait que chez Time, on a les congés limités, on a la flexibilité du temps de travail, on a cette liberté, etc. J'aimerais comprendre, toi, Ouais. comme tu bosses à l'intérieur depuis 4 ans, Oui. ça veut dire quoi? C'est quoi ton expérience, en fait, à l'intérieur? Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais en dire, justement, de ce nouveau mode de travail qui n'était peut-être pas et qui n'est pas forcément le cas partout? Oui, bah oui. C'est quoi ton feedback à toi? J'en suis content, déjà. C'est quand même quelque chose qui fait rester dans la boîte aussi, qui fait t'attacher à la boîte, parce que tu as quand même pas mal de flexibilité, c'est le terme que tu utilisais. Alors, sur les critères qu'on a, déjà, on a le télétravail. Alors, avec le Covid, c'est quelque chose qui s'est pas mal démocratisé, mais chez nous, c'est resté. On a quand même, j'ai pas mal d'amis où leurs boîtes restreignent de plus en plus le télétravail, voire l'interdisent. De notre côté, c'est resté, donc c'est top. J'habite pas à Paris, donc j'avais 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir. Bon, maintenant, j'économise 2 heures tous les jours. Alors, pas tous les jours, parce que c'est aussi important de revenir au bureau pour avoir du monde. Donc ça, c'est top. Sur les congés limités, comme t'en parlais, alors j'ai plus de compteur congés. Ouais, justement, Amélie, elle en parlait. Elle disait, Ouais. donc, il y a des gens qui ont gardé les congés sur leur Ouais. fiche de paye, et puis d'autres qui les ont enlevés. Et du coup, pourquoi toi, tu as décidé de ne pas les voir? Parce que j'ai décidé de jouer le jeu de la boîte qui me proposait en me disant on retire le compteur congé si tu le souhaites. Alors c'est pas imposé, hein, clairement, tu choisis à ton arrivée si tu veux le conserver ou pas. Par contre, le retour en arrière n'est pas trop possible, c'est-à-dire qu'une fois que tu la retires, revenir sur un compteur congé. Bon, peut-être que je me trompe, il faudrait que je vois avec les RH, mais c'est un peu plus compliqué là-dessus. Et j'ai décidé de jouer le jeu et j'en suis satisfait là-dessus. Donc Et ça se matérialise comment? Alors, ça en se fait matérialise comment sur ta Genre fiche de dans la paye, vraie vie, voilà. congé limité, donc c'est quoi? En gros, t'as pas de semaine, donc tu poses quand tu veux. Alors quand tu veux. D'un point de vue opérationnel, il faut D'un que ça point de vue cadre opérationnel, aussi. c'est ça. Tu vois avec tes équipes. Alors moi, je vois du coup avec les autres experts métiers. Est-ce que ça dérange si je pose là et t'as pas un endroit où on compte combien de jours tu prends là-dessus pour dire t'en as pris 70 cette année. Alors j'ai jamais pris 70, je rassure. T'en as pris 70 cette année, t'abuses, etc. De toute façon, très vite tes collègues vont le dire. Si t'es pas là 1 semaine par mois, ça va vite se voir là-dessus. T'as quand même du boulot à faire. Donc 12 semaines de vacances. On n'est pas dans la banque encore à ce niveau-là. Désolé pour le bic. Non, alors, illimité, le terme est rêveur, clairement. C'est pas forcément illimité, parce que si c'était illimité, la boîte tournerait pas. Si tout le monde était en vacances toute l'année, ça fonctionnerait pas. Mais en gros, comment ça matérialise? C'est t'as beaucoup moins de process administratifs pour demander un congé. Tu sais, t'as pas un formulaire à remplir, faire sur une demande, demander à ton supérieur hiérarchique. Là, c'est de la bonne entente avec tes collègues. Donc déjà, je demande pas à mon supérieur, je demande pas à Amélie ou à Arnaud ou autre, est-ce que je peux prendre un congé? Je demande plus à mes collègues, est-ce que ça dérange si... Tu sais, je les vois bien valider les congés derrière leur ordi, je crois qu'ils sont PL. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'est pour ça. Donc, tu demandes à tes collègues. Là, par exemple, la semaine dernière, j'avais besoin de jeudi et vendredi. J'ai demandé mardi à mes collègues, est-ce que ça dérange jeudi ou vendredi? Non. Très bien. Fine. Voilà, c'est fine. Donc, t'as pas non plus ce délai de dire faut prendre 1 semaine, il faut prévenir 1 mois à l'avance, etc. Alors, t'as quelques congés où il faut prévenir un petit peu quand même à l'avance, notamment l'été, c'était Noël, pas là pendant 3 etc. semaines, quoi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple de poser un jour par-ci, un jour par-là. Ça reste des congés payés, donc t'es payé là-dessus. Si t'as un imprévu, t'es pas obligé de dire finalement, je suis absent complètement, je suis pas payé, etc. Donc après, c'est... on dit beaucoup ce terme-là, win-win-win. Il faut que ce soit gagnant pour toi, gagnant pour la boîte, gagnant pour les autres, etc. Et donc, du coup, le but, c'est juste de jouer le jeu. C'est limité, certes, mais il ne faut pas que ça empêche la boîte de tourner. Donc, tant que tes collègues sont OK, que tu n'abuses pas, tu poses comme tu veux. Et tu n'as pas de délai de prévenance. Je vois bien. Donc, en fait, ce modèle, selon toi, ou en tout cas de ce que j'en perçois, moi, c'est qu'il ne peut marcher
que si c'est faire, en fait. Si c'est juste voilà, c'est des ça. deux côtés. Ouais. Après, tu peux avoir un défaut, c'est que comme c'est illimité, tu n'as pas de compteur. Tu vois pas combien de jours tu n'as pas pris dans l'année. Ouais, je vois. Et donc, oui, je vois. voilà. Tu peux avoir aussi le défaut de ne pas poser là-dessus. Chose que j'avais en cabinet comptable. Tu vois, j'avais cumulé 70 ou 80 jours de congés payés non pris, tu vois, Ok. là-dessus. Donc, j'ai pas une grosse tendance à poser sur ça. Bon, maintenant, ça change un petit peu. Mais tu peux avoir tendance, comme tu n'as pas un compteur en bas de ta fiche de paye qui te dit tu as cumulé 2,5 ce mois-ci, tu as 40 de cumulé, enfin 20 de cumulé, etc. Tu n'as pas cette tendance de dire ah ouais, là, il faut vraiment que je pose, mon compteur, il est trop élevé. Donc, tu peux avoir ce défaut de ne pas poser. Et imagine-toi dans un monde où tu vas dans une autre boîte, toi, demain, et on te dit, bah écoute, Johan, c'est 3 semaines au mois d'août, et puis 1 semaine à Noël. Ce serait compliqué. Comment tu le vivrais, tu vois? Bah, tu l'accepterais, t'as pas le choix là-dessus, c'est les conditions, tu signes pour ces conditions-là. Après, bon, bah, ça sera un changement, quoi. Ouais. Ça sera plus compliqué, tu vois. On va dire que je vais poser en général, moi je pose 2 semaines en été et potentiellement 3-4 jours à Noël, et après j'aime bien dispatcher pour avoir un week-end long ou autre. Donc ouais, ça sera un changement. Après, bon, bah, tu signes dans la boîte en sachant dans laquelle Oui, t'arrives. bien sûr, Donc, avec les règles du jeu, encore avec une les fois. règles du jeu, encore une fois. Donc, Ok, mais c'est aussi pour montrer, toi, comment tu utilises ce modèle. Donc en fait, toi, tu utilises ce modèle en mode, bah, de toute façon, en été, je prends 2 semaines parce que ça me coupe bien. c'est ça, voilà. Et puis après, je picore un peu au fur et à mesure. Ouais, je suis plus en comme ça, fonction. Ouais, Ouais. je vois bien. D'ailleurs, je pense que si j'avais ce modèle-là, je pense que c'est ce que je ferais parce que je me dis, c'est comme si que je pourrais avoir besoin d'un peu de souffle, un peu tout le temps, C'est mais ça. pas beaucoup. Tu Bah, vois? ouais, bah, exactement, parce que bah, du coup, poser 3 semaines en été, alors 3 semaines, ça peut arriver, parce que bah, du coup, si tu as envie de partir en voyage ou autre, bah, t'aimes bien partir 2 semaines. Enfin, moi, j'aime bien partir 2 semaines et te garder 2 jours avant, 2 jours après, histoire de Ouais. t'en mettre en condition pour revenir travailler. À Noël, bon, bah, c'est toujours compliqué de poser une semaine entière, parce que bah, en bonne entente avec tes collègues, etc., tout le monde a envie de poser pour les fêtes, d'être avec sa famille, etc. Donc, bah, tu t'entends bien pour poser ça. Et après, ouais, pouvoir poser à tel endroit. Ah bah tiens, il y a des ponts. Bah, hop, je vais poser à ce moment-là. Comme ça, bah, ça me fait une semaine entière. Bah, là, je peux me faire un petit week-end long si je peux poser en pleine semaine. Enfin, ouais, je préfère picorer à ce niveau-là plutôt que de poser 4 semaines d'un coup, quoi. Ouais, je vois. Après, tu pourrais avoir des teams qui sont en mode, je pars pendant 4 semaines et je coupe. T'en as. quoi. Tu vois? T'en as, Ok. ouais. Ouais. Et ça, c'est le. Chacun fait comme il veut Ouais, je vois. là-dessus. Ok. Et le fait d'avoir cette liberté, ça, c'est quoi l'état d'esprit de la personne qui le vit, tu vois? Alors, au début. Entre guillemets. Ouais. Tu vois, j'aimerais bien comprendre aussi, tu vois, parce que ça peut paraître un monde un peu idéaliste, tu Ouais. vois. Mais Alors, je pense qu'il n'y a aucun monde qui est parfait. Je pense qu'au début, l'état d'esprit change. Au début, tu as un peu cette impression que tu vas déranger tout le monde à poser tes congés. Enfin, c'est bizarre, c'est limité. Donc, déjà au début. quand ça Genre, vient- tu vas être casse-pied, quoi. C'est tu ça, vois. ouais, non, mais c'est un peu. Enfin, sur toute cette partie-là, je pense qu'on parlera des autres sujets de l'entreprise libérée, comme on l'appelle. C'est qu'au début, tu as l'impression que tu vas déranger parce que c'est nouveau. Donc, tu veux en profiter. Ouais. Donc, tu veux poser. Bien entendu, tout le monde veut faire pareil, etc. Donc, tu as cet état d'esprit du il faut que je demande à mes collègues, est-ce que je peux poser, etc. Avant, tu demandais au supérieur. Et c'est lui qui se débrouillait en mode OK, au niveau des plannings, ça passe. Et voilà, quoi. Là, maintenant, bah, faut solliciter tes collègues. Tu es en mode est-ce que ça te dérange si je pose une semaine là, tu vois, et tu te dis, t'as un peu, alors en tout cas personnellement, t'as un peu cet état d'esprit du, moi je vais poser une semaine, lui il va bosser pendant une semaine, est-ce que ça lui va, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, c'est Faut que tu trouves un espèce de consensus. c'est ça, voilà, au début, ouais. Et puis au début, enfin, en tout cas de mon côté, t'as cette impression de, mais je vais les déranger, je vais pas être là pendant une semaine, ils vont dire, ils travaillent pas ou autre. Enfin, tu sais, t'as un peu ce regard de l'autre qui est quand même pas mal présent. Et puis, bah, au fur et à mesure, c'est quelque chose qui, maintenant, ça fait 4 ans, enfin 3 ans. 3 ans que je suis dans la boîte. Enfin, c'est naturel. Au bout d'un moment, tu demandes juste à notre collègue, il dit bon, voilà, vendredi prochain, j'aimerais bien poser la journée, est-ce que ça te dérange? Oui, non, non. Bah voilà, parfait. Oui, alors. Tu négocies un peu. Ouais. Là, Forcément. donc, tu trouves le consensus Voilà, aussi. tu trouves le t'essayes. consensus, tu comprends pourquoi, tu dis bon bah ok, pas de souci là-dessus, quoi. Ok. Après, bien entendu, si c'est quelque chose où tu as un impératif, tu préviens en avance. Enfin, tu peux pas arriver non plus en disant bah là je peux pas du tout vendredi, quoi. Et là tu avais un truc ultra important ou autre, c'est pas possible. Je vois. C'est pas parce que c'est illimité que c'est C'est la open fête. bar et c'est Ouais, la je fête, vois. quoi. Je vois. De toute façon, moi, je vois ce modèle-là comme quelque chose de vertueux dès lors qu'il y a de la confiance de part et C'est d'autre. ça. S'il y a de la confiance de l'entreprise et il y a de la confiance auprès de ses équipiers, Ouais, c'est père. et bah du coup, en fait, tu vois, c'est Ah oui, oui, c'est juste. c'est ça.
Et je pense que ça ne peut marcher que quand c'est comme ça. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que si c'est des gens qui pensent qu'à eux, ça va être compliqué parce que du coup, ça va pas être. Non, mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas... Donc la culture de l'entreprise. En fait, c'est la culture de l'entreprise qui permet d'avoir ce terreau fertile qui fait que ça fonctionne Clairement. avec les gens qui adhèrent à cette culture. Donc je comprends l'idée. J'aimerais qu'on aborde un sujet qui est le salaire. Ouais. Comment on fait tu vois, apparemment, on peut faire sa demande d'augmentation. Exactement. Alors, comment ça marche, toi? Est-ce que tu en as déjà profité? Qu'est-ce que tu as fait? J'en ai déjà profité là-dessus. En gros, tous les mois, tu reçois un mail qui te dit faites votre demande de salaire concrètement. Donc là, à partir de ce moment-là, tu indiques... déjà, si tu veux des tickets restaurant ou pas, c'est pas obligatoire. Ah ouais? Ouais, tu dis, voilà, je voudrais avoir... alors, par rapport au nombre de jours de présence, quand même, ça reste là-dessus. Oui, bien mais si ce mois-ci, tu veux que 10 jours de tickets restaurant et non pas les 21 sur le mois complet, tu peux faire ta demande. Si tu n'en veux pas, tu le fais aussi. Ah, ok. Là-dessus, donc c'est vraiment toi qui gères à ce niveau-là. Rien que sur les tickets restaurant, par exemple. Ensuite, au niveau du salaire, tu vas pouvoir demander si tu veux une augmentation ou une prime. C'est pas obligatoire, hein. Tu peux dire aussi tu bouges pas. Souvent, tu demandes de ne pas bouger. Et après, si tu as besoin de demander une augmentation, tu vas... donc, on a un petit formulaire où tu vas indiquer l'augmentation que tu veux. Alors, pareil, hein, si on revient sur les congés, quand tu apprends ça, tu te dis, je fais une demande tout de suite, tu vois. Et tu vas regarder ce que tu peux faire, etc. C'est comme tu dis juste avant, il faut que ça reste fair pour tout le monde à ce niveau-là. Et donc, quand tu vas faire ta demande, on va quand même te demander un petit peu d'expliquer pourquoi tu demandes ça. Oui. C'est pas pour fliquer. C'est plus pour te faire réfléchir un petit peu sur pourquoi tu demandes. Est-ce que c'est juste pour pouvoir t'acheter un truc? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou autre? Est-ce que c'est vraiment parce que tu estimes que tu as évolué, etc. Parce que le coût de la vie a augmenté? Enfin, voilà, tu peux expliquer tout ça. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment que je n'ai plus fait, donc un peu petite piqûre de rappel. Petite piqûre de rappel, mais et donc derrière, tu demandes quand même aussi à un de tes pairs ce qu'il en pense, combien tu vas demander, etc. Et donc tu le sollicites là-dessus. Donc encore une fois, c'est fait en consensus. Alors tu vas pas demander à toute la boîte, tu vas pas demander non plus à quelqu'un qui fait un poste complètement différent de toi parce que il y a aucune logique à ce il comprend pas. Il va pas comprendre. On n'a pas les mêmes salaires. Je vais pas demander à un développeur alors que je suis expert métier. On n'a pas du tout les mêmes tranches de salaire. Je sais même pas combien il touche, donc je pourrais pas savoir. Je pourrais pas juger son boulot. Il peut pas forcément juger le mien. Alors il peut le juger dans ce que je lui donne, mais pas non plus dans tout le reste, etc. Donc voilà, donc tu vas demander à un pair, tu vas le solliciter, tu vas lui dire, tu vas voir qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que ça lui semble bien, pas bien, est-ce que c'est trop, etc. Et ensuite, tu vas remplir un formulaire, tout simplement en faisant ta demande, en indiquant qui tu as sollicité. Et derrière, alors après, c'est un peu plus... tu sais pas trop ce qui se passe. T'envoies le formulaire, ça passe chez les RH et du coup, en règle générale, c'est accepté. Ou alors, tu vas avoir un petit entretien avec un RH ou un des supérieurs et qui va échanger avec toi, voir pourquoi tu demandes ça, etc. Encore une fois, hein, tu demandes ton salaire, mais tu vas pas non plus dire hop, je vais m'augmenter de 1 000 € et puis voilà. On fait 1 000 € puis c'est tout. Ouais. Non, il y a quand même pouvoir aussi au niveau de l'intérêt, etc. À ce niveau-là. Mais en règle générale, ça se passe très bien. Mais par contre, tu vas avoir, comme pour les congés, tu vas avoir 2 cas principalement. Tu vas avoir le cas de ceux qui vont abuser un petit peu potentiellement, qui vont faire des grosses demandes, etc. Et qui finalement vont impacter les autres parce que forcément, ceux qui abusent, c'est comme les mauvais commentaires, etc. Ouais, c'est ceux qu'on retient et donc du coup, on va mettre en place des choses qui vont permettre de moins abuser là-dessus. Et tu vas avoir un deuxième cas, c'est ceux qui font pas de demande là-dessus et qui du coup vont stagner. Moi, ça a été le cas pendant un moment et du coup, j'ai... c'était pas Amélie, mais c'était un autre des dirigeants qui était venu me voir parce que ça faisait 2 ans, je crois que j'avais pas fait de demande, etc. Et on m'a proposé directement une augmentation, tu vois. Donc il y a aussi, c'est pas parce que c'est toi qui fixes ton salaire que il y a pas également cette approche-là des supérieurs en disant t'as quand même pas mal évolué, t'as pas fait de demande, voilà nous ce qu'on te propose, est-ce que ça te va? Bon, en général ça te va toujours hein, quand on te propose une augmentation là-dessus. Et donc voilà, donc non, c'est un petit formulaire à remplir. Le but, c'est d'en parler avec des pairs, avec des personnes à peu près du même niveau que toi, du même poste que toi, voir si c'est pas déconnant, faire ta demande, et puis ensuite, en règle générale, c'est accepté, ou alors c'est avec un petit échange derrière, et potentiellement, si c'est pas accepté en une fois, on dit, ok, mais si je peux le faire en 2 ou 3 fois, on décale sur 2-3 mois là-dessus, pour que ce soit pas d'un coup, ce soit un peu plus progressif. Voilà.
Hyper intéressant. Du coup, ça amène ma réflexion, tu vois, personnelle, où je me dis, ce modèle-là, alors, comment je l'interprète et comment je le vois. Alors, déjà, c'est un modèle qui ne peut fonctionner, encore une fois, que s'il y a de la confiance. Exactement. Et donc, la confiance de part et d'autre. Oui. L'entreprise a confiance à ses équipes et les équipes ont confiance à l'entreprise. Donc, comme ça, on sait que quand on va prendre une décision ou qu'on va faire une demande, elle est équilibrée. Elle n'est pas dans déséquilibrée. l'intérêt, etc. Exactement. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que tu vas demander à des RH qui vont recevoir le doc, mais aussi, il y a un pair. Oui, c'est ça. Et donc, je pense que ce pair, il joue à la fois... un peu le garde-fou. Exactement. Ouais. Mais aussi, il peut aussi appuyer parce qu'il peut dire, ah oui, non, mais vraiment, il le mérite car voilà ce que j'ai pu percevoir aussi. Donc, en fait, dans les deux cas, tu as une espèce de validation ou d'une approbation ou pas. Oui. Donc, ça, c'est intéressant. OK, mais c'est bien d'avoir la version pratique et concrète du game. Tu sais, je discutais la fois passée avec un cabinet qui est labellisé Great Place to Work. Et donc, qui me disait... alors, c'est pas moi qui lui dis, c'est pas elle qui me disait, mais c'est moi qui le disais à sa place. Comme ça, elle n'utilise pas les mots, ce sont mes propres mots. Je me suis posé la question que, tu vois, avec tous ces éléments qui te donnent de la flexibilité, de la liberté, de l'opportunité d'agir, tu vois, est-ce que ça rend pas les gens un peu capricieux? Ou alors ça rend les gens un peu enfants gâtés. Et là, cette personne me donne un exemple. Elle me dit, écoute, on était à l'époque en Covid, et donc pour les vacances de Noël, on offre des cadeaux de repas pour que les collaborateurs puissent partager ça avec les membres de leur famille. Nice, parce qu'ils ne peuvent pas inviter les gens au restaurant. C'est cool. Sauf que l'année d'après, ils ne font pas ça, parce que la tradition, c'est de faire le repas de Noël avec tous les membres de l'équipe. Bah, du coup, les gens, ils ne sont pas contents. Alors que dans les deux sens, tu offres un cadeau quand même à quelqu'un. Et donc, je suis en train de me dire, mais en fait, est-ce que le fait de vouloir en faire beaucoup pour les équipes, eh ben, ça les rend pas finalement, ça monte un niveau de standard. Et donc, c'est devenu la normalité. Je suis d'accord avec toi. Je pense que tu as quand même cet état-là. Tu as l'impression que c'est un acquis. Ah, bah, cette année, on a eu ça. Bon, bah, l'année prochaine, on aura la même chose. Ouais, exactement. Tu as l'impression que c'est un acquis. Après, peu importe le niveau, je pense que ce soit entreprise libérée ou pas, à partir du moment où, dans une année, une boîte a offert des chèques cadeaux à Noël, bon, bah, ils s'attendent d'avoir la même chose l'année d'après. Peu importe sur le Great Place to Work ou autre. À ce niveau-là, je pense que ça, c'est commun partout. Après, je pense pas que ça fasse des capricieux. J'espère pas là-dessus, mais non, en fait c'est surtout que ça te fait tu t'attaches plus à l'entreprise. T'as un sentiment de confiance, tu l'expliquais tout à l'heure, hein. Tu dis ok, on a confiance en moi, on n'est pas là en train de me fliquer pour le télétravail, on n'est pas là en train de me fliquer sur les congés payés, sur la paye, je suis à peu près libre. On n'est pas totalement libre non plus, hein. On fait une demande, etc., mais je suis quand même libre dessus, donc t'as un sentiment d'appartenance qui est plus important. Par contre, ce qu'on te donne, c'est l'opportunité de demander ta paye tous les mois. Voilà, on te dit pas, écoute, entretien individuel. Exactement. T'es pas là en disant, c'est pas entretien individuel, c'est l'année prochaine. Toi, t'es arrivé en juillet, donc ce sera en août de l'année prochaine. Non, là, c'est OK, c'est en mars, t'es dans une passe difficile, t'as besoin d'une prime, pas une augmentation potentiellement, bah, tu pourrais demander. Après, tu vois, tu défends l'idée, etc. Là-dessus. Mais non, ça te laisse vraiment une liberté. Et donc, derrière, en tout cas, pour ma part, ça te donne un sentiment d'appartenance et ça t'attache plus à l'entreprise. Parce que bah, tu te sens bien dedans. Tu n'as pas trop de contraintes. On te fait confiance dessus. Donc forcément, tu as envie de bosser, tu as envie de produire à ce niveau-là. Et tu sais très bien que tu ne retrouveras pas ces libertés-là dans toutes les entreprises derrière, comme tu le disais tout à l'heure avec le congé payé. Donc forcément, ça te donne envie de rester à ce niveau-là. Et tu vas pas te dire, ah bah c'est pas parce que j'ai pas la corbeille de fruits au bureau que je suis pas content. Ouais. Non, je préfère, moi, en tout cas, personnellement, je préfère être plutôt libre sur où je peux travailler, quand est-ce que je pose mes congés et se dire que bah, je suis pas obligé d'attendre août de l'année prochaine pour faire une demande d'augmentation si je la souhaite, plutôt que d'avoir 2-3 avantages au bureau à ce niveau-là, clairement. Après, tout le monde n'est peut-être pas dans ce niveau-là. Certains préfèrent avoir la sécurité des congés payés, d'avoir leur compteur, etc., de dire, bah là, je sais combien j'ai, je sais que si je pars, j'ai tant qu'on devra me reverser, etc., ce que je peux tout à fait comprendre aussi. Donc, c'est un esprit... Et encore une fois, tu vois, si on reprend les congés payés, tout le monde n'est pas obligé de ne pas les avoir. Donc, tu as une liberté là-dessus. C'est vraiment une liberté à ce niveau-là, quoi. Je comprends. Et j'allais dire, ton interaction avec le management, avec le manager, est-ce que ça existe?
Pas tant que ça. Parce que a priori, il n'y a pas de chef, mais du coup, Voilà, c'est ça. comment ça s'organise, toi, Alors, de ton point de vue? Il n'y a pas de chef, t'en as forcément parce que ça reste comme une entreprise, il faut la structurer, il faut la gérer, donc tu as forcément quand même un minimum de management à ce niveau-là. Mais dans l'état d'esprit, tu vois, si on prend juste sur Time Expert, on est 5 métiers et c'est nous qui rédigeons la roadmap. C'est-à-dire que c'est nous qui disons voilà ce qu'on veut faire, voilà quand on veut le faire là-dessus, dans l'intérêt du produit, dans l'intérêt de la boîte. Et bien entendu, on fait quand même valider au niveau commercial, business, est-ce que ça colle avec ce qu'on a besoin, avec l'objectif de la boîte, avec la vision de la boîte. Mais tu as quand même une liberté là-dessus. Donc, c'est un consensus de pairs où on se met d'accord comment est-ce qu'on va aller vers tel objectif, comment est-ce qu'on y arrive. C'est pas des ordres qui sont donnés, il faut faire ça, 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 ça. T'en as forcément pour atteindre la vision en disant là, notre objectif cette année, c'est ça. OK. Parce qu'on le sait, voilà, on te donne quand même un point, une ligne d'arrivée à atteindre, mais c'est pas un management à la toutes les semaines, on va faire un état des chiffres, etc. Alors, je parle de mon côté, au niveau sales, je sais pas, je suppose qu'un peu plus, parce que forcément, tu dois vendre, mais tu as une liberté dessus. Et clairement, mes managers directs, on va dire, ça va être Amélie ou autre. Donc, c'est directement les dirigeants de l'entreprise à ce niveau-là. T'as pas de... et je pense qu'à peu près pareil pour tout le monde à ce niveau. Et après, tu vas avoir des référents, sinon par poste. Tu vois, par exemple, sur les développeurs, donc on a back et front, donc ceux qui font les engrenages, ceux qui font... alors, désolé, le visuel, c'est pas que ça, je sais, mais du coup, tu vas les développer. Quoi, non, on fait que le visuel. C'est la petite blague, il n'y a pas de souci, ils vont l'accepter. Et du coup, tu vois, au niveau back, ils ont des référents forcément dessus, ce qu'on appelle, c'est pas un manager, mais c'est un référent sur lequel tu as pu, même nous, côté métier, vers qui tu vas te tourner parce que c'est son domaine d'expertise. Chez nous, par exemple, il y a Yannick, je sais que dès que je vais parler de fiscalité, etc., c'est Yannick que je vais aller voir. Il est beaucoup plus calé que moi là-dessus. Donc, si j'ai besoin de travailler sur un projet qui est sur ça, en général, je vais aller voir avec lui pour avoir son aval, réfléchir avec lui, etc. Donc, et pour un autre sujet, ça va être Walid, par exemple, qui est un autre de mes collègues, etc. Donc, c'est vraiment plus un système de référent. Tu n'as pas un chef directement au-dessus à qui tu vas rendre compte de tout. Alors, un petit peu quand même, mais c'est pas lui qui va dire ça, c'est comme ça qu'on doit le faire, ça, c'est comme ça qu'on doit le faire. Tu vas avoir un consensus à ce niveau-là. Donc, c'est une autre façon de manager aussi, et qui est intéressant, je trouve. Hyper clair. Écoute, Johan, merci beaucoup pour tous ces éléments. On arrive déjà à la fin de cet épisode et cette discussion. C'était un grand plaisir pour moi de pouvoir discuter avec toi et puis aussi d'en comprendre un peu plus à la fois sur ton job, sur ton évolution, mais aussi sur le côté équipier de la version de Time. C'est aussi intéressant d'avoir ces deux pans. J'aime bien poser une dernière question à mes invités, qui est la suivante. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose que tu pourrais partager à nos auditeurs? Est-ce que c'est un truc pro, un truc perso, une rencontre, ou en tout cas quelque chose qui t'a marqué, qui t'a aidé peut-être soit à devenir une meilleure personne ou évoluer dans ton esprit ou... Elle n'est pas facile, je sais, cette question, mais en tout cas, si tu avais un conseil ou une sagesse à partager pour clôturer cet épisode. Alors, je réfléchis un peu. Yes. Je vais pas te sortir une situation comme Arnaud. Non, je pense que, en tout cas, pour moi, ce qui résume un petit peu mon évolution et ce que j'aime bien, parce que aussi à côté, je suis entrepreneur, etc. Donc là-dessus, c'est la curiosité. Je pense que s'il y a un truc, si on veut évoluer, faut être curieux. Faut pas s'arrêter à ce qu'on connaît, etc. Et il faut oser proposer des idées. À ce niveau-là, je pense que si j'ai un truc que j'aimerais à mes enfants, etc., leur dire dans le futur, c'est vraiment d'être curieux et de proposer des idées, même si, et comme on revient sur l'ego, si tu proposes une idée, elle n'est pas acceptée, c'est pas grave. Fine. Fine. Et voilà. Et potentiellement, c'est une bonne idée, mais réfléchis-la et repose-la plus tard, et peut-être pas arriver au bon moment, dans le bon contexte, etc. Donc, c'est vraiment de la curiosité et de la proposition. Il ne faut pas avoir peur de se prendre un mur en face, clairement, à ce niveau-là, là-dessus. Parfait. Merci à toi, Johan. Merci. C'était un grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. J'espère que vous l'avez kiffé autant que j'ai pris un plaisir à le réaliser. Si vous souhaitez vous former à la solution Time, direction la barre d'infos. Et puis, c'est Johan qui a animé cette formation. C'est une masterclass qui vous permet à la fois de découvrir le produit, mais aussi de savoir l'utiliser. Aussi, si vous souhaitez trouver des opportunités de carrière
chez Time, allez directement en description de cette vidéo, vous aurez toutes les offres d'emploi accessibles sur Counter. Et puis moi, si j'avais été en recherche d'un travail, eh bien c'est dans cette entreprise que j'aurais envoyé mon CV en priorité parce que je vous garantis que ce qui se passe à l'intérieur, c'est assez peu commun. Sur ce, je vous souhaite naturellement le meilleur et je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!